Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Avec grand plaisir, je reçois cette semaine le député du NPD de l'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, M. Roméo Saganache. Monsieur Saganache, bonsoir. Toujours un plaisir. Bien, c'est réciproque, M. Saganache, et ça me fait énormément plaisir de vous recevoir. Par un froid glacial de ce matin. Je me sens tout à fait chez moi. Oui, exactement. C'est ce que l'on disait. Il faut dire aux gens que cette émission est enregistrée le 22 janvier en avant-midi. Monsieur Saganache, ici, on a reçu sur un fil de presse le gouvernement régional EU East Bay James inauguré mardi dernier. C'est quoi exactement ça? Mais en fait, la situation que l'on vivait dans le nord, dans le territoire de la baie James, qui est le territoire traditionnel du peuple Cree, c'est que la municipalité de la baie James avait la gérance du territoire, en quelque sorte, alors que les Cree n'avaient autorité que sur le territoire de la réserve. Ah, okay. Ce qui était une injustice en quelque sorte parce que, la population Cree du territoire de la baie James, c'est quand même plus que 50% à l'heure actuelle. Oui. Alors, dans ce sens-là, il y avait une anomalie. D'ailleurs, l'Afrique du Sud avait un terme pour décrire une telle situation. Alors, c'est ce qu'on a voulu corriger en commençant avec M. Charest, qui a accepté de négocier une forme de gouvernance où cette gouvernance serait partagée conjointement avec les Jamaisiens et les Cree, entre les deux. Donc, c'est une gestion maintenant, dorénavant, paritaire entre les Jamaisiens et les Cree. Alors, ils ont eu la première séance hier. Le gouvernement régional East Bay James est présidé pour les deux prochaines années par la mairesse de Chibougamau, Annoncir. Et dans 2 ans, ça sera au tour du grand chef des Cree, Mathieu Kumkum, à la remplacer pour les 2 prochaines années. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est un plus. C'est une bonne nouvelle et une nouvelle historique également parce que, vous savez, on a tendance trop souvent, à mon avis, de galvauder l'expression historique. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment le cas. Dans la mesure où, pour la première fois de notre histoire, au Canada, je dirais même peut-être au niveau de la planète, 2 peuples décident de s'asseoir ensemble, de négocier une forme de gouvernance conjointe. Alors, c'est ce qui est arrivé à la baie James et j'étais ravi d'être présent parmi les invités hier pour assister à cette première rencontre et ce moment historique, autant pour nous que les Jamaisiens. Donc, c'est la preuve flagrante que quand on s'assoit et qu'on veut discuter et apporter du positif, on est capable. Absolument. Et je pense qu'une des personnes qui a adressé la foule hier a mentionné, en fait, a cité la Cour suprême du Canada. Dans une des causes importantes concernant les Autochtones, la Cour suprême du Canada a dit « Nous sommes tous ici pour y rester ». Alors, dans ce sens-là, je pense que tout le monde a compris qu'on est tous là. Le message est passé. Donc, travaillons ensemble. Voilà, exactement. Monsieur Saganache, en octobre dernier, vous étiez déçu du discours du trône de M. Harper du Parti conservateur, puis vous avez vraiment dénoncé avec vigueur le manque de ce gouvernement-là pour la création d'emplois. Moi, si je vous demandais quelles sont vos attentes envers ce gouvernement-là pour la création d'emplois? Plusieurs attentes. D'ailleurs, il commençait déjà au dernier discours du trône à piger les idées du NPD, donc tant mieux pour ça. Je pense que en termes de création d'emplois, et malgré ce mythe, parce que c'est vraiment la mythologie politique à mon avis, conservateur, bon gestionnaire de l'économie, bon gestionnaire du pays, et il n'en est rien à mon avis. Le taux de chômage augmente. D'ailleurs, au mois de décembre, le dernier mois de décembre, on a connu une période de perte d'emploi de 60 000
pertes d'emploi au Canada au mois de décembre dernier. C'est le plus grand nombre depuis fort longtemps. Alors, dans ce sens-là, c'est inquiétant. Le taux de chômage chez les jeunes, 14, 18, 25 ans, est le double du taux national de chômage, à peu près 14 je dirais, au moment où on se parle. Donc, tout ça est inquiétant pour nous. Puis, d'autre part, on leur fait des suggestions, parce que c'est notre rôle également, en tant qu'opposition officielle, non seulement de s'opposer, mais également de faire des propositions. C'est ça, exactement. Des propositions, et on leur en fait. D'ailleurs, dans notre plateforme électorale, en 2011, on avait cette suggestion, faisait partie de notre plateforme, en fait, de donner des crédits d'impôt à des entreprises qui engageaient des jeunes. OK. Alors, de 4 000 $. Alors, ça, c'est des mesures que l'on proposait déjà pour la création d'emplois, et en particulier chez les jeunes, parce que c'est inquiétant ce qu'on voit en termes de taux de chômage chez les jeunes. Mais est-ce que vous croyez que le gouvernement accepte ce que le NPD lui dit, ou bien non, excusez l'expression, mais il s'en fiche carrément? Je pense qu'il s'en fiche de pas mal de tout le monde, non seulement le NPD. Mais disons également que ce qui est inquiétant, et c'est l'approche, ce gouvernement, ce que je remarque depuis qu'ils sont arrivés, avant même que j'arrive au Parlement, c'est qu'ils sont en train de saper les bases de ce qu'était le Canada. Donc, on s'en prend aux lois d'évaluation environnementale qui étaient là, pour mieux faire passer leur plan de développement économique, entre guillemets. On sape les bases de l'économie canadienne, on sape les bases des droits fondamentaux des Canadiens également. Tout ça se passe de cette façon-là. Nous, ce qu'on suggère, par exemple, les ressources naturelles du pays, sont la base même de notre économie aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on accepterait qu'on construise ce pipeline de l'Alberta qui s'en allait, Enbridge, Keystone XL, dans ce cas-ci, ça allait jusqu'au Nouveau-Mexique et plus au sud des États-Unis. Pourquoi on construirait ça pour shipper non seulement notre pétrole brut vers les États-Unis, mais également les 40 000 emplois qui s'en vont par là. Au Québec, on devrait comprendre une chose, que les ressources naturelles sont importantes pour l'économie du Québec. Ça, je pense que tout le monde le comprend et saisit bien cette problématique, d'une part. D'autre part, pourquoi pas faire une troisième transformation ici même au Québec, pour garder les emplois au Québec. Je pense que le temps d'exporter nos ressources naturelles de façon aussi, excusez l'expression que j'aime pas utiliser, aussi sauvage, on exporte également les emplois qu'on pourrait créer au pays. Ça se passe pas avec les conservateurs et c'est ça qu'on voudrait changer en 2015. Monsieur Saganesh, on va toucher à un sujet qui vous tient énormément à cœur et avec raison aussi. On va parler du fameux le rapport de l'ONU sur les communautés autochtones. Et on touche à ça, à l'itinérance aussi, qui s'en vient de plus en plus énorme chez nous. Bien, je dirais à la grandeur du pays, je dirais au Québec, mais touchons chez nous actuellement. Et ça s'en vient un problème plus que majeur. Ce rapport-là, est-ce que c'est un rapport réaliste, M. Saganesh? Absolument. Et je pense que c'est toujours nécessaire d'avoir des observateurs de l'extérieur venir constater ce qui se passe. Moi, j'ai Parce que nous, on est dedans. Voilà. Il y a des choses que l'on ne voit pas, qu'un étranger qu'on peut appeler va le voir. Les conservateurs peuvent dire une chose, nous, l'opposition officielle, on peut dire autre chose. Moi, en tant qu'Autochtone, je peux raconter quelque chose par rapport à la situation et conditions des Autochtones au pays. C'est une chose. Mais qu'un rapporteur spécial des Nations unies vienne constater ce que je répète depuis près de 25 ans, 30 ans, je pense que ça devrait aider dans ce débat-là. Et c'est inquiétant qu'un rapporteur spécial des Nations unies utilise le mot « crise » dans le cas du Canada, qui est quand même un pays du G7, un des plus riches au monde.
qui utilise le mot crise quand on parle des conditions des Autochtones, des conditions de vie des Autochtones au pays. C'est inquiétant, c'est majeur comme constatation. Et donc, dans ce sens-là, oui, il y a des problèmes au niveau du logement dans les communautés, il y a des problèmes au niveau de l'éducation et le manque d'écoles dans les communautés. Même dans plusieurs, au-delà d'une centaine de communautés, il y a un avis d'ébullition de leur eau dans ces communautés-là. Et plusieurs d'entre elles, de ces communautés-là, ont cet avis d'ébullition de l'eau depuis 10 ans. On n'est pas en Afrique. Et on est en 2014. On est en 1914. On n'est même pas en Afrique, on est au Canada. Alors, dans ce sens-là, je pense que le rapporteur spécial a tout à fait raison de signaler la crise qui existe. Et ici. le mot crise venant de l'ONU, ça porte. Oui, ça porte. Et juste pour vous donner l'exemple de l'étendue de cette crise, par exemple, il y a tellement de manque de logement dans les communautés qu'il y a des listes d'attente, même chez les Cris, qui est pourtant une nation qui est développée au pays. Chez les Cris, il y a une liste d'attente. Par exemple, dans ma communauté à Waswanipi, je suis sur cette liste d'attente. Et donc, on estime qu'on va arriver à moi lorsque j'aurai à peu près 80-82 ans. Et mon Dieu! Alors, dans ce sens-là, c'est majeur. Et tout cela a une conséquence. Hein, l'économie est tellement limitée dans les réserves, il y a un manque de logement, il y a des conséquences psychosociaux dans la communauté. Et je parle d'alcool, de drogue, etc., violence conjugale. Tous ces manques-là font en sorte que plusieurs d'entre nos jeunes quittent les réserves et se ramassent dans les villes comme Val-d'Or. Et on voit présentement les conséquences de ça. Donc, c'est profond comme raison. Et ils arrivent à Val-d'Or, ils ne trouvent rien, ils se ramassent dans la rue et on a des problèmes comme l'itinérance aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous dit, M. Saganesh, quand vous êtes au Parlement à Ottawa et que vous parlez de cette crise-là au gouvernement, au pouvoir? Qu'est-ce qu'on vous répond? Bien, je pense que pour une première fois, en fait, c'est très rare dans l'histoire de la Chambre des communes et du Parlement qu'il y ait quelqu'un avec autant d'expérience sur ces questions-là. Donc, il me fait toujours plaisir de me lever en Chambre lorsqu'il y a le débat sur des projets de loi qui touchent les Autochtones, de me lever et de parler de ces choses-là. Donc, j'apporte ma contribution dans ce sens-là pour que les parlementaires puissent comprendre également ces questions-là, parce que, je pense le fait que ces problèmes persistent aujourd'hui, c'est qu'on ne s'y est pas attardé assez depuis fort longtemps. Donc, c'est quelque chose que je voudrais changer, moi, une fois que j'aurai plus de moyens de le faire. Je suis dans l'opposition, j'en parle, j'insiste. C'est ce que je peux faire présentement avec des projets de loi privés également qu'on peut présenter. Donc, oui, lors du dernier discours, j'étais un des derniers quasiment à parler, comme d'habitude, avant que la session se termine. J'étais un des derniers à parler et une de mes collègues de Montréal était présente lors de mon allocution. On a dit soit 10 minutes ou 20 minutes. Et elle s'est levée après pour dire « J'étais privilégié d'avoir de pouvoir être présent à ce moment-là quand tu t'es levé pour parler de ces questions-là. Jamais je n'ai entendu parler de ces choses-là dont tu as abordé pendant ton discours. Merci, je me sens privilégié. » Alors, c'est vrai, ça. C'est vrai. Les gens ont très peu d'opportunités d'aborder les questions autochtones au pays, pourtant qui représentent le défi, je pense le défi, le plus ancien défi du Canada, en fait, c'est la question autochtone. Donc, donc, ça fait quasiment 30 ans que j'y travaille, j'essaie de faire avancer les choses du mieux que je peux. M. Saganesh, avant de passer à un autre dossier, j'aurais 2 questions pour terminer sur ce fameux problème d'itinérance. On dit que dans votre communauté, famille de 15
qui s'entassent dans une modeste maison. On dit également que dans votre territoire, vous auriez besoin de 5000 maisons supplémentaires. Et je termine en disant que selon l'ONU, un homme autochtone se suicide en moyenne aux 6 semaines. Ça, là, c'est accablant. C'est très accablant, lorsque l'on regarde ça. Et ça ne vient pas de n'importe qui, ça vient de l'ONU. Ouais. C'est quand même, je ne sais pas si les gens, sûrement les gens savent c'est quoi l'ONU, mais c'est une organisation mondiale, l'ONU, et ça vient, ce rapport-là, il s'est dit dans le rapport de l'ONU. C'est accablant, c'est triste. Oui, c'est triste, et je me rappelle, au début de l'été, ou à la fin juin, le chef de l'opposition, le leader du NPD, était venu avec moi à Kuujjuaq, et quand il a pris connaissance du fait que dans certaines maisons, il y avait jusqu'à 18 personnes qui habitaient, parents, grands-parents, etc. Sa première réaction à cette nouvelle-là a été « Mais comment est-ce qu'un enfant peut s'étudier dans ce cadre-là? » Il a tout à fait raison. Tu vois, c'est bien parce qu'il a pensé aux enfants d'abord et avant tout. Et c'est vrai. Et on s'étonne après ça du taux de décrochage qui existe dans les communautés autochtones à travers le pays. Bien, les gens, il faut qu'ils réfléchissent à ces conditions-là quand on regarde ces statistiques-là. Puis, je ne veux pas être méchant ni être malin en disant ça, M. Saganache, mais les gens, très souvent, ont tendance à dire « Ah, dans les communautés, c'est ci, c'est ça. » Ils n'ont rien qu'à sortir de là, sans venir en ville. On entend toutes sortes de choses à ce moment-là. Mais ces personnes-là veulent demeurer dans leur communauté et ces personnes-là ont le droit de demeurer dans leur communauté. C'est au gouvernement à leur aider à les prendre en charge, si on veut. Puis, mais c'est tellement vague qu'on est porté à les repousser du revers de la main au lieu de leur aider. Je sais pas si... Je pourrais donner une réponse complexe à votre assertion, mais je vais simplifier les choses. Oui. Oui, c'est vrai. Vous avez utilisé le mot « le gouvernement pourrait les aider ». Mais prenons-le d'une autre façon. Okay. Pendant longtemps, avant la paix des Braves en 2002, que j'ai participé à négocier, vous avez travaillé, avant la paix des Braves en 2002, malgré le fait que les Cris représentaient à peu près 50% de la population du territoire de la baie James, là où il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de compagnies minières forestières, 67% de notre électricité à peu près vient du territoire de la baie James. Malgré ces trois industries-là qui étaient présentes depuis fort longtemps dans la région, et malgré le fait qu'on composait 50% de la population, on avait à peu près 1% des emplois dans l'industrie minière, 1% des emplois dans l'industrie forestière, à peu près le même nombre au pourcentage chez Hydro-Québec. Comment ça se fait? Alors, c'est plus que, c'est pas nécessairement aider, à mon avis, c'est plus leur donner l'opportunité de participer dans l'économie de leur territoire traditionnel, de leur région et dans le développement des ressources de leur territoire. Pourquoi allons pas dans ce sens-là? Parce que tant et aussi longtemps qu'on va les confiner dans la réserve, où il y a très peu d'opportunités de développement économique et création d'emplois, parce que la plupart des communautés sont très, très petites. Donc, je pense que les solutions se trouvent dans le territoire elle-même. Et c'est ce qu'on veut faire avec ce nouveau gouvernement régional UHG Bay James, justement pour pouvoir garder nos jeunes dans notre communauté. On se plaint partout dans les régions de l'exode des cerveaux, l'exode des jeunes vers les grands centres, mais nous, on va faire le contraire pour la James. C'est ça. Alors, on souhaite de tout cœur, M. Saganache, que le gouvernement prenne vos recommandations et le rapport de l'ONU vraiment à cœur, parce que ces personnes-là ont besoin d'aide, puis il faut leur aider aussi. Un autre dossier, on va le passer quand même assez vite, mais le fameux Sénat, moi, si je vous demandais, de prime abord, j'en ai parlé beaucoup avec plusieurs personnages politiques, l'abolition du Sénat. Est-ce que vous seriez en faveur de l'abolition du Sénat? On parle entre autres
entre autres, ce scandale de Brazo, Duffy, Wallen. On sait que c'est une patate chaude pour M. Harper. Quand on lui pose des questions, il dévie continuellement. Moi, je n'embarquerai pas là-dedans parce que pour moi, le Sénat, de toute façon, je demande à vous votre opinion là-dessus. Est-ce que le Sénat a sa raison d'être? J'ai une bonne nouvelle pour vous, M. Oui, Lacasse. oui. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le NPD est le seul parti fédéral qui prône l'abolition du Sénat, et ce, depuis plus de 50 ans. Alors, on a toujours prôné l'abolition du Sénat. Je pense qu'il faut s'en débarrasser. C'est une institution qui est aujourd'hui totalement inutile. Ça, Vieillotte et inutile. Inutile. Bon, il y a toute la dimension constitutionnelle qui rentre en ligne de compte, mais ça, on pourra y revenir éventuellement. On parle d'inutile. Je vais vous donner un exemple. Depuis l'élection de 2011, la Chambre des communes a voté au-delà de 800 fois. Combien de fois, selon vous, que le Sénat a voté? Je ne pourrais pas vous dire, mais pour moi, je ne pourrais pas vous dire. Je vais vous surprendre ce matin, 70 fois. 70? 70 fois, dont 6 fois pour déterminer l'horaire du Sénat, quel moment il devrait siéger, et 12 fois sur le scandale qui les accable présentement. Oui, donc, on parle à peu près 50 fois depuis 2011, l'élection de 2011, que ce Sénat vote. Ah, okay. Alors, par rapport à 800 fois pour la Chambre des communes. Inutile, vous dites? Mais ça. Je pense que là, on en a une preuve flagrante. Et puis aussi, mais c'est sûr que ça coûte immensément cher. Puis aujourd'hui... C'est quand même 90 millions par année. Oui, là. exactement. C'est parce que des fois, les gens vont dire, ouais, mais sur des centaines et des centaines de millions, voire même des milliards avec le gouvernement, avec le budget du fédéral. Mais si on coupe ici, si on coupe là, ben, on va réussir. Parce que cet argent-là, je ne veux pas embarquer là, dans un débat, mais si on prend les 90 millions, on va... Puis juste le mettre pour les Autochtones dans leur communauté seulement. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on pourrait faire énormément de choses. Pour les écoles qui manquent, c'est ça, les écoles, rénovations logements sociaux, etc. Etc. On pourrait même rajouter avec ce 90 millions par année, de 300 à 400 millions de dollars par année que le gouvernement fédéral dépense pour se battre contre les Autochtones devant les tribunaux. À chaque année, il dépense environ 300 à 400 millions par année. Alors, fait que si on met tout ça, là, si on mettait ça à la bonne place, à mon avis, on serait capable de régler une couple de problèmes, à mon avis. Ben oui, en tout cas, on pourrait en régler au moins une coupe. Hein? Oui. Au moins une coupe. Monsieur Saganache, Poste Canada qui relève du fédéral. On parle de la fin de la distribution à domicile du courrier d'ici 3, 4 ou 5 ans là, au maximum. Quelle est la position du NPD face à tout ce qui s'en vient avec Poste Canada? Ce qui est surprenant, évidemment, on est avec les facteurs dans ce dossier-là. On est pour le maintien de la livraison à domicile. Je pense que s'il y a un symbole qui est tellement fort dans l'imaginaire et dans le cœur des Canadiens, partout au pays, incluant dans le Grand Nord, c'est cette livraison. Je pense que c'est le seul contact humain qu'on a qui nous reste. Hein? On a eu pendant longtemps la personne qui livrait le lait à domicile. Oui, exactement. C'est le seul contact humain qui reste. Et d'autant plus que Poste Canada est pour moi un symbole qui est tellement fort. J'en sais quelque chose parce que, je me suis battu contre Hydro-Québec pendant plusieurs années et je comprends le symbolique d'Hydro-Québec dans le cœur des Québécois. C'est la même chose, je pense, pour Poste Canada. Et quand on s'attaque à un symbole comme ça, on ne peut pas rester sans rien faire. Et je pense que le NPD va se battre pour maintenir ces services-là à Poste Canada. Ce qui est surprenant dans tout ça, et je pense que personne n'a réellement suivi cet aspect-là, pendant plusieurs années, Poste Canada, auparavant, Poste Canada montrait des profits. Quelle année qui ont été déficitaires, selon vous?
quand ce gouvernement conservateur les a mis en lockout. OK. Alors, y a-t-il un lien là? Je pense qu'il y a plusieurs dimensions à cette problématique, mais vous pouvez rester assuré que le NPD va être là, va continuer à se battre. D'ailleurs, la pétition qu'on a lancée dans ce cadre-là est un succès. On continue d'en recevoir. On l'a lancé avant les fêtes. Et on continue de recevoir des signatures à cette pétition pour le maintien des services. Parce qu'on en voit un peu partout dans les centres d'achat et tout ça. Je pense que c'est important. Ça. Je pense que au-delà de la symbolique, la chose, je pense que Post Canada doit demeurer comme on le connaît. Parce qu'on parle d'abolition entre 6 000 et 8 000 postes qui va se faire surtout par attrition. Oui. Il reste quand même par attrition. C'est qu'on ne réengage pas à ce moment-là. Donc, on ne congédie personne, mais on ne remplace personne. Voilà. Fait qu'à ce moment-là, il va y avoir un temps qu'on ne pourra pas y fonctionner. Et le timbre-poste, à partir du 31 mars 2014, qui va être à 1 $, le timbre, contre 63 sous actuellement. Une hausse de 35 35%. Absolument pas. Et puis aussi, suite à ça aussi, on parle peut-être de fermeture probable de bureaux de poste aussi, qui va rentrer en ligne de compte. Il va venir un temps que je comprends que Internet est là, les courriels sont là, oui, etc., qu'on peut payer différentes choses par Internet, mais chez les personnes du troisième âge, là, je pense qu'il y en a pas beaucoup. C'est pour ça que moi, j'ai reçu... c'est censé être un service universel à travers le pays, donc je pense que c'est peut-être rêvé qu'on le maintienne de cette façon-là, mais... je suis tellement conscient de certains aspects de Post Canada que lorsqu'un aîné m'envoie une lettre qu'il a écrite lui-même à la main, je l'ai reçu juste avant... C'est pas pareil comme recevoir un courriel. Oui, et j'ai trouvé ça tellement, excusez l'expression, tellement plus sexy de recevoir une lettre écrite à la main que j'ai pris la peine de lui répondre par écrit, à la main également. Okay. C'est un monsieur de Sainte-Terre qui m'a écrit juste avant les fêtes. Donc, je pense que ces dimensions-là, qui sont très humaines, à mon avis, il faut y tenir. Okay. Monsieur Saganache, il reste à peine 1 minute. On va passer très vitement sur l'entente entre le Canada et l'Union européenne, entre autres pour les fromages fins. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous? J'ai l'impression que sûrement... On n'en sait pas beaucoup. On n'en sait pas beaucoup. J'ai l'impression que sûrement ça va être bénéfique et dans l'intérêt du Québec. Je dis ça avec réserve parce que je suis avocat et je ne peux pas me prononcer fermement sur quelque chose que je n'ai pas lu. C'est ça, c'est parce que on a lancé ça, on a juste dit que on verra pas la fin de ça avant 2 ans au moins. Ça prend 21 signatures. Déjà, il y a un pays qui a dit qu'il ne voulait pas signer. Donc c'est pour ça que là, on en parle. Moi, j'ai exercé une profession de droit toute ma vie et jamais que je recommanderais à mes clients de signer quelque chose qu'ils n'ont pas lu. Ben oui, exactement, c'est sûr. Fait que il faut attendre avant ça. En 15 secondes, l'avenir du Bloc à Ottawa? Je pense que c'est à peu près fini, à mon avis. Je pense que le départ de M. Payet va causer une très lourde... Puis plein de gens qui me parlent et même des bloquistes qui me disent la même chose. Alors je pense que c'est à peu près la fin. De toute façon, ils n'avaient pas le monopole de la défense des intérêts du Québec. Le NPD est amplement capable de faire ça. Voilà les paroles d'un sage. Merci beaucoup, M. Saganache. Ce fut un plaisir que de vous recevoir. Puis... nos studios vous sont toujours ouverts et c'est toujours très réaliste quand on parle avec vous. Et bonne année à vous. Merci beaucoup et à vous pareillement. Alors, merci bien, M. Saganache. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.